Madame, monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum consacré. On va choisir le mot de notre invité à la farandole des candidatures à la présidentielle de 2020. Que va-t-il se passer? Nous allons en parler donc avec Djeri Komanega Tama. Bonjour, monsieur Tama. Bonjour. C'est un honneur de nouveau de vous avoir sur ce plateau pour évoquer donc la présidentielle de 2020 au Togo dont vous êtes candidat. Vous avez déclaré votre candidature officiellement la semaine dernière à l'issue d'un congrès de votre parti, le Nouvel Engagement Togolais. Je précise aussi que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir d'être là. Dans la première partie de cette émission, on va parler de Djeri Tama, homme politique. Vous avez 44 ans aujourd'hui, donc dans la fleur de l'âge. Vous avez fait des études de sociologie ici à Lomé, complétées par une formation supérieure en communication. On rappelle que vous êtes ancien officier des forces armées togolaises. Ma première question, Djeri Tama, qu'est-ce qui a provoqué l'érection de votre vocation d'homme politique? Non, je pense que si on doit aller rétrospectivement, ça a été... je suis rentré en politique progressivement. Dans un premier temps, comme vous l'avez si bien dit, j'ai été officier des forces armées togolaises. J'ai quitté l'armée togolaise en 2008. Et j'avais, à l'époque, aujourd'hui c'est en train de disparaître progressivement, mais à l'époque, j'entretenais un bloc qui progressivement est devenu un bloc politique. Et c'est à force d'être suivi par d'autres personnes, un moment, tous les jeunes de cette blogosphère-là, on s'est posé la question, est-ce qu'on reste en marge et on critique? Parce que, en fait, on avait l'habitude de critiquer tous les bords, le bord du pouvoir, bien entendu, parce que nous considérons, et nous continuons à considérer qu'ils sont responsables de la situation, mais nous critiquions aussi nos grands frères de l'opposition. Et donc, à un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'on reste en marge de l'arène et on critique, ou bien on rentre dans l'arène? Donc c'est comme ça que l'idée de rentrer dans l'arène est arrivée. On était une bonne cinquantaine de jeunes à Lomé, à l'intérieur du pays. Et puis une journée du 26 avril 2012, on s'est retrouvé dans un grand hôtel à Lomé. Et puis on a mis en place le Nouvel Engagement Togolais. Mais vraiment, c'est venu progressivement. Je peux même vous dire que quand j'ai quitté l'armée en passant capitaine en 2008, j'étais loin d'imaginer qu'un jour je serais politicien, qu'un jour je serais, comme vous l'avez si bien introduit, candidat à une élection présidentielle, qu'un jour je serais député, président d'un groupe parlementaire. Non, je ne le pensais pas. Mais bon, maintenant après on est dedans et puis on fait avec. Mais il se raconte qu'on est politicien, cette vocation, il me paraît que ça vient de très loin, parfois de l'enfance. Est-ce que votre vocation qui est née très tard, est-ce qu'elle est solide dans la mesure où, très petit, vous ne rêviez pas d'être dans la peau d'un homme politique et même prétendre être président de la République? Ah non, je dis, je ne pensais pas faire de la politique au niveau de responsabilité que j'ai, mais je pense que moi déjà, dans les années 91, 92, quand la politique est arrivée, le vent de l'Est, comme on l'appelait à l'époque, est arrivé, j'ai milité très tôt, j'ai milité dans le parti de Jacques Amouzou. À l'époque, pour un ancien candidat voilà, à la présidentielle en 93. J'ai milité dans le parti de Edem Kodio ITD. Mais bon, on est en 17-18 ans. Et puis après le schisme de 94, où on n'a pas compris exactement comment est-ce que les partis de l'opposition n'ont pas pu valoriser la victoire électorale. Disons que j'ai été dégoûté de la politique et je m'en suis détourné. Donc oui, je me souviens même, et je le dis avec beaucoup de plaisir, que dans les années 90, dans Doufelgou, surtout au lycée de Niamtougou, j'ai été l'un des jeunes-là qui se prétendaient être représentants de l'opposition. Et à l'époque, il fallait quand même avoir beaucoup de courage pour se prétendre de l'opposition, parce que à l'époque au Nord, les opposants guillemets ne couraient pas la rue. Et je me souviens, ma première expérience politique, même si elle n'était pas affiliée à un parti politique, c'est en troisième. C'était dans les années 90, j'ai créé une association qui s'appelait Association des élèves pour le renouveau. Parce qu'il y avait à l'époque, vous l'avez sans doute connu, les brimades, les châtiments physiques, l'envoi des élèves dans les champs et tout ça. Et nous, on avait créé cette association. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. Mais pour essayer de défendre les intérêts des élèves, donc je peux dire que oui, je l'avais dans l'âme.
j'ai rompu avec cette tradition-là à partir de 94, eu égard au schisme qui est arrivé, puis j'ai renoué avec donc uniquement en 2012, sans avoir fait du militantisme dans les partis traditionnels, puisque, comme vous le savez, dans l'armée, on ne peut pas faire la politique. Donc, ma période militaire a été complètement détournée de la politique. Et justement, parlons de cette période militaire. Vous avez quitté l'armée en 2008. À l'époque, ce n'était pas aussi facile que ça de déserter entre guillemets. Il me semble que vous êtes un des rares officiers à avoir quitté l'armée et puis continuer tranquillement votre vie. Mais pourquoi justement vous étiez parti? Est-ce que vous avez raté votre vocation de militaire? Vous ne vous plaisiez plus dans l'armée? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Rater ma vocation, oui ou non? Parce que d'abord, un bon militaire doit savoir se taire. Et malheureusement, j'ai un gros défaut, c'est que je la ramène trop. Du coup, oui, là. Ce n'est plus le grand muet, hein? Voilà, le grand bavard dans la grande muette. Voilà, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai raté ma vocation. Mais au même moment, je garde toujours un souvenir impérissable de ces moments que nous passons sur le terrain à chanter tout autour d'un feu de camp. Le grand humanisme, parce qu'il y a un vrai humanisme dans l'armée sur le partage des responsabilités, sur le partage. Vous savez, quand vous faites une marche de 100 km et qu'à un moment, il y a quelqu'un qui flanche, vous devez tous arriver ensemble. Donc, il y a un humanisme qui existe dans l'armée et que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs depuis que j'ai quitté l'armée. Et je peux dire que sur ce plan-là, sur le terrain, dans ce grand humanisme-là qui existe, cette solidarité, ce qu'on appelle... C'est un humanisme relatif, humanisme entre vous, mais en dehors de vous, c'est une autre réalité. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit de corps et la camaraderie. C'est-à-dire que ça existe, c'est quelque chose qui est transversal à tous les militaires. Et ce qui fait même qu'aujourd'hui, malgré que je suis plus militaire, parfois vous rencontrez des anciens militaires, vous avez des gestes qui sont subtils, hein, que personne ne voit. Mais... Vous jouez même de temps en temps au camp encore pour ne pas dévoiler le secret. Il y a juste des gestes qui vous permettent de retrouver cette camaraderie, cette identité-là. Et je pense que par rapport à ça, ouais, j'étais plutôt bien noté. Mais bon, après, maintenant, si on est bien noté sur le côté opérationnel, mais maintenant sur l'autre côté, j'avais un peu l'esprit rebelle, je dois l'avouer. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, j'ai de très bons rapports avec que ce soit les militaires togolais ou bien les militaires de tous les pays. Je continue à trouver que l'armée togolaise est l'une des mieux organisées sur le terrain. J'ai fait des missions de maintien de la paix à l'extérieur. Je continue à considérer que nous avons l'une des armées les mieux formées, les moins compétentes sur le terrain. Et je peux vous dire que partout où les militaires togolais vont, on les recherche pour leur efficacité sur le terrain, leur bravo. Et ça reste quand même un excellent... on va reparler de ce volet-là, mais vous auriez pu faire un bon porte-parole de l'armée si seulement c'est l'envie de votre bagou. Non, mais non, quand j'ai quitté l'armée, je ne quittais pas l'armée pour devenir porte-parole. Il y a le colonel Djibril qui le fait si bien. Oui, mais je pense que non, j'avais envie un moment, j'ai eu envie de faire autre chose. Vous savez, il y a un système qui marche très bien dans les grands pays, pour la France que je connais, puisque j'ai été formé à Saint-Cyr, c'est qu'on donne la possibilité, après le temps de capitaine, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le temps de commandement, à quitter volontairement, ce qui n'existe pas encore dans nos armées. Sinon, dans ces armées-là, les jeunes, ils ont envie d'aller sur le terrain, d'aller au combat et tout ça, quand ils sont encore jeunes de 23, 24 jusqu'à 30 ans. Et puis après, après, vous savez, la carrière militaire n'est pas si différente que ça, que d'une carrière d'un fonctionnaire dans un bureau, parce qu'on gère des effectifs et tout ça. Donc, du coup, quand les gens ils ont fini leur temps de commandement, le lieutenant-capitaine, ils vont, c'est eux qui sont aujourd'hui dans les grandes sociétés et qui font le bonheur des grandes sociétés sur le terrain. Donc, ça n'existe pas dans nos pays. Peut-être que ce serait bien de l'envisager pour permettre à des jeunes brillants, je ne dis pas que c'est brillant, hein, encore que, des jeunes brillants de rentrer dans l'armée, de rentrer à l'EFOFAT par exemple, de faire leur temps de commandement, le lieutenant-capitaine, et puis après, ils ont envie d'aller travailler dans des grandes sociétés, qu'elles soient étatiques ou privées, et la plupart du temps, je pense que la plus-value que ces personnes apportent est très importante. Donc oui, ce serait intéressant, mais donc moi, de toute façon, à partir d'un certain moment, j'avais envie de faire autre chose, et puis bon. Mais est-ce que c'est pas du gâchis quand on a fait Saint-Cyr? Ce n'est pas donné à tout le monde, la formation que vous avez eue, tout le savoir que vous avez accumulé, et puis un bon matin, on décide de quitter. Et d'ailleurs, j'ajoute une autre question. Est-ce que lâcher comme ça un capitaine dans l'air, est-ce que c'est pas une bombe non désamorcée?
Non, mais d'abord, c'est que tout le monde sait que tout le monde sait que je suis un bon patriote. Hein, si demain un ennemi nous attaquait, je serais le premier à vouloir sauter dans un char et aller défendre le pays. Donc, est-ce que vous n'avez pas perdu les habitudes? Bah, ça revient assez rapidement. Mais ce que je dois reconnaître, c'est que oui, on peut dire que, parce que la formation à Saint-Cyr, ça coûte très cher, mais au même moment, il y a tellement de jeunes talents qui sont là, qui compensent. Et je crois aujourd'hui que, écoutez, je gère des entreprises qui emploient des dizaines de jeunes Togolais. Et je dois aussi dire que ces entreprises-là, si j'arrive à les gérer, c'est eu égard à la formation, à l'excellente formation que j'ai eue que ce soit à Saint-Cyr ou que j'ai complété dans l'armée togolaise. Et sur le fond, c'est pas un gâchis. Oui, mais Jerry Tama, répondez-moi sans détour. Est-ce que vous n'êtes pas rentré dans la politique pour devenir rapidement riche? Parce que je sais que vous aimez beaucoup l'argent. Oui, j'aime l'argent en tant que chef d'entreprise, mais devenir rapidement riche, si la politique dans l'opposition enrichissait, je pense qu'il y a beaucoup de riches qui nous auraient précédés. Non. Pour être sérieux, faire la politique dans l'opposition au Togo, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que 99% des ressources dépendent d'abord des partis politiques et je ne veux pas faire de la langue de bois en disant que ces ressources-là dépendent souvent des premiers cadres et malheureusement dans nos pays, les premiers cadres se résument parfois aux premiers cadres. Donc non, ça n'enrichit pas. Je peux même d'ailleurs dire que, écoutez, moi en 2012, j'avais des affaires qui florissaient, c'est pas extraordinaire non plus, mais qui florissaient. Et je me suis permis de dire, écoutez, avec ce chiffre d'affaires-là, je peux me permettre quand même d'aller faire la politique et de pouvoir réserver une partie de ma marge à l'exercice politique sans que ça ne pose de problème. Et puis, je me suis rendu compte en 6 mois que mon chiffre d'affaires a fondu de près de 80%. Parce que, sans que forcément le mot ne vienne du parti au pouvoir, mais c'est qu'on a une certaine peur dans notre pays à commercer avec les hommes politiques de l'opposition. Et donc, automatiquement, dès que vous déclarez de l'opposition, il y a une bonne partie de vos clients qui mettent une distance en se disant « je ne veux pas demain faire partie de ceux qui prétendument permettent à telle ou telle personne de venir enquiquiner le pouvoir. » Donc, est-ce que vous êtes concerné aussi par cette discrimination, vous de l'opposition, pour être caricatural, de l'opposition molle? Je ne sais pas, après vous me direz ce que vous appelez l'opposition molle, mais je peux vous dire que oui, moi quand je suis entré en politique en 2012, j'étais sur le boulevard circulaire. J'avais 2 grandes boutiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au bout de 6 mois, j'ai été obligé de m'exiler dans ma propre maison parce que je n'arrivais même plus à payer le loyer que j'avais, qui était plutôt élevé. C'est dire, donc je ne peux pas faire exprès de quitter une position qui était stratégique très intéressante et aller m'exiler dans un coin, dans un bouge perdu tout autour de ma maison parce que je n'arrivais plus à payer les traites. Donc c'est une réalité. Bon, maintenant après, chaque fois que vous en parlez, les gens disent, vous savez, qui veut noyer son chien à la cuisse de rage. Je suis sûr même qu'aujourd'hui, si Jerry Tama allait s'immoler sur la place de l'Indépendance en disant, oui, moi je veux que telle personne qui est de l'alternance et je m'immole à l'essence ou tout ce que vous voulez, les gens vont dire que le gars là, certainement il a négocié qu'on donne l'argent à sa maman ou bien à sa femme. Après ça, bon. Donc, bon, quel que soit ce que je fasse, il y a toujours des détracteurs. Mais bon, au départ, je pense que ouais, ça m'enquiquinait un peu, mais aujourd'hui, ça va. Bon, on fait avec. De toute façon, il faut juste comprendre que d'abord, en politique, quel que soit ce que vous fassiez, vous serez toujours critiqué. Et puis, dans une politique togolaise qui est marquée par un dualisme, c'est-à-dire que depuis, ça ne date pas de maintenant. Hein. Déjà, en 1946, c'était le QI d'un côté et puis l'UCPN avec le PTP de l'autre. Mais ça a été ce dualisme. Après, ça a été le RPT, l'UFC. Après, bon, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est unir PNP ou bien unir ANC. Mais ça a toujours été marqué par ce dualisme-là. Donc, dès que vous sortez de ce dualisme, dès que vous sortez de cet antagonisme primaire, de ce schisme-là, c'est que vous êtes vendu. Donc, le net que je dirige n'est pas le seul parti à faire cette expérience-là. Chaque fois, vous vous souvenez de cette phrase célèbre d'un responsable d'un grand parti de l'opposition qui a dit un jour, nous vous combattrons comme nous combattons unir.
Donc, voilà, c'est-à-dire que dès que vous sortez de ce schisme, dès que vous commencez à avoir un langage qui est un langage que ce soit rassembleur, machin, truc, comme vous dit, opposition molle, béquille, taupe, traître, ainsi de suite. Bon, maintenant, ça va. Mais je voudrais qu'on revienne un peu à certains propos que vous avez tenus tantôt. Vous disiez que dans l'opposition, il est difficile de se tailler. Une troisième voie, oui. Non, pas une troisième voie, mais comme pour dire que c'est difficile d'engranger des ressources financières au sein de l'opposition. Est-ce que c'est vrai? Parce que on sait que de l'argent circule là, et vous, vous êtes aujourd'hui à l'Assemblée nationale où vous avez un salaire plus ou moins honorable. Vous êtes ceux qui ont les salaires les plus élevés du pays, ou les indemnités les plus élevées. J'étais pas au courant. Mais au sein de l'opposition... Je vais sortir d'ici, les gens vont me crédit. De temps en temps, vous êtes candidat à l'élection présidentielle où vous avez une enveloppe relativement grosse. Mais on sait que en dessous de table, l'argent circule aussi au sein de l'opposition. Vous savez, moi j'ai découvert que l'argent circulait au sein de l'opposition avec l'affaire des 30 millions. Avant ça, moi, je n'étais pas au courant. Directement, ne me faites pas dire non, mais c'est que vrai. Non. Vous êtes si naïf. Non, ce que je dis, c'est que j'ai découvert, et avec ahurissement d'ailleurs. J'ai du mal à vous croire, Jeritama. Moi-même, honnêtement, j'ai même du mal à me croire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, il y a un problème au Togo, c'est que on découvre, mais peut-être avec un peu de retard et puis avec un peu de naïveté, que malheureusement, ceux qui tirent au loup, souvent sont ceux qui sont avec le loup. On les découvre assez tardivement. On l'a découvert avec cette scrabeuse affaire de 30 millions. Mais moi, je peux vous dire que régulièrement, je prends un exemple qui est très simple. Les élections de 2015, on a pompeusement dit qu'on a soutenu les partis politiques et les candidats. Qu'est-ce qui a été donné aux candidats tous les candidats, les 5 candidats, mais bon, le candidat du pouvoir, je pense qu'il n'en a pas besoin. Ce sont 12 millions, après avoir versé une caution de 20 millions, donc ça veut dire que vous avez 52 millions pour faire une campagne présidentielle. Tout le monde vous rira au nez, même le plus petit pays d'Afrique vous rira au nez. C'est une manne, 52 millions gratuitement, parce qu'avant, il n'y avait aucune subvention. Oui, je refuse pour l'élection présidentielle. Ce que je veux dire, c'est que, ça veut dire que c'est à la limite, même, il vaut mieux même peut-être ne pas avoir de plus-value. Et en ce moment-là, pour ceux qui peut-être peuvent avoir des appuis extérieurs, dire, écoutez, vous voyez bien qu'on parle de rien, parce que cet effet d'annonce de 52 millions ont créé plus de problèmes qu'ils n'en ont résolu. Je ne dis pas qu'il ne faut plus donner, il faut donner quand même. Donc, vous voulez avoir plus de problèmes? Non, mais parce que, en fait, en réalité, c'est que quand on dit que les gens, ils sont 12 millions, honnêtement, parfois, j'ai eu des appels à 5 heures du matin, je me souviens, en 2015, parce qu'on avait des délégués qu'on n'a pas payés. Et donc, j'ai eu des appels à 5 heures du matin, la personne dit, tu as pris son 12 millions, et mes 2000 francs là, tu n'as pas me payer. Alors que, disons-nous une vérité, quel que soit le type d'élection que vous faites pas une élection présidentielle, respectable, comme nous, on l'a faite en 2015. En 2015, en termes de visibilité, communication, tout ça, après unir, je peux me permettre de dire quand même qu'on était juste derrière. Donc, vous ne pouvez pas faire une campagne pleine de visibilité avec 52 millions, c'est pas possible. Donc, c'est relatif. Je ne veux pas dire que cette aide-là ne permet pas aux candidats d'amortir une partie des dépenses, et je trouve quand même que ça permet aussi à tous les candidats de pouvoir quand même se présenter, parce que parfois, il n'y a que ça qui permet à certains candidats d'exister. Mais au même moment, du côté de l'opposition, je ne pense pas un seul instant que si l'argent qui circule, donc les dessous de table dont vous parlez, s'il devait être important, je ne pense pas qu'il serait suffisant pour permettre à un parti de l'opposition de battre le parti au pouvoir. Parce que ne nous trompons pas, ceux qui ont des ressources financières au Togo ici, c'est ceux qui sont au pouvoir. Oui, mais pour rester un peu dans cette parenthèse de financement des candidats à la présidentielle, est-ce qu'il n'y a pas un revers? Est-ce que certains ne risquent pas de faire du business avec ce financement, parce qu'il suffit d'être candidat avec une caution de 20 millions de francs CFA pour bénéficier d'une centaine de millions. Oui, mais je pense aussi que chacun doit penser aussi à sa réputation, chacun doit penser... En ce qui concerne les partis politiques... Non, ce que je veux dire, c'est que pour les partis politiques, on n'a pas besoin de réunir un certain nombre de signatures. Pour les candidats indépendants, il faut réunir un certain nombre de signatures, ce qui est légèrement plus complexe. Mais pour les partis politiques, je ne vois pas beaucoup de partis politiques qui risqueraient leur réputation sur le long terme
à présenter un candidat qui va ramasser 0,0000000 quelque chose. Mais maintenant, bon, j'en sais rien. Vous savez, c'est la première fois que ça a été expérimenté en 2000, pour une élection présidentielle en 2015. On verra par rapport aux élections de 2020 si des gens vont essayer d'utiliser ça. Bon, d'abord, c'est qu'il faut déjà rassembler 20 millions pour présenter. Et puis, vous n'avez pas... Le deuxième danger, c'est que vous ne connaissez pas par avance la somme qui va être allouée. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de candidats, vous pouvez vous retrouver avec, et avec 10 millions comme chose. Je me souviens pendant les élections législatives, dans le Grand Lomé, on avait 20 candidats. Chaque candidat payait 50 000, donc ce qui faisait 1 million. Non, chaque candidat payait 100 000. Non, ouais, chaque candidat payait 50 000. Et on avait 20 candidats fois 2, ce qui faisait 1 million. Et 2 millions, alors que ce que l'aide de l'État donnait, ça faisait 1 million. Donc vous pouvez, si vous êtes trop nombreux, présenter des candidatures, déposer 20 millions et vous retrouvez avec une aide à la campagne qui fait 10 millions. Donc vous aurez perdu 10 millions. Donc je ne pense pas que beaucoup de personnes aient envie d'aller s'amuser à ça. Mais bon, on ne sait jamais. Et beaucoup ont aussi le dossier des financements qu'il peut y avoir aussi au sein de l'opposition. Vous parliez avec... beaucoup d'humour, je ne veux pas dire raillerie, des 30 millions qu'auraient perçu certains leaders de l'opposition. Ah, parce que ça, c'est sorti au moins. Oui, mais est-ce que ça, en tant que leader politique, rire de cette situation, est-ce que ce n'est pas de la récupération? Vous, directement, si vous avez reçu 30 millions d'un président de la République de la sous-région, est-ce que vous aurez craché sur cette enveloppe? Dans le contexte, oui. Dans le contexte à la veille du vous auriez dit non oui, bien sûr, à la veille du 30, à un président mais bien sûr, à la veille que vous ne prenez pas sa valise. Non, c'est le cas la veille du 30 juillet, qui était le sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui devait parler de la situation togolaise dans une situation quasi-insurrectionnelle dans laquelle nous étions. Ouais, on ne prendrait pas. Vous diriez quoi? On ne voit pas l'opportunité de ce cadeau, tout simplement. D'abord, c'est que vous êtes 14 partis politiques. Si on vous donne 30 millions, même en disant c'est pour vous aider, d'abord, c'est ridicule. Ensuite, si c'est un cadeau, un cadeau, il vaut mieux que ce cadeau, dans ce cas-là, soit officiel en disant je suis de passage au Togo, j'ai décidé, lors d'une allocution officielle, de donner telle somme à tel... Vous êtes en politique, vous savez non, mais que ces choses ne se disent pas. Est-ce que vous n'acceptez pas les cadeaux, vous? Non, c'est ce que j'ai dit. Je dis, ce qui se fait à 2h du matin, se fait à 2h du matin. C'est pour ça que je vous parle, je vous parle des 30 millions, parce que c'est ce qui est sorti après. Il y a énormément de choses qui se disent, mais personne, c'est la première fois qu'un leader politique est sorti sur les médias pour dire, on dit 30 millions, oui, on a pris 30 millions. Après avoir passé plusieurs mois à dire personne n'a pris de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est la première fois qu'on en parle. Si un jour, de toute façon, une histoire sort en ce qui concerne Djeritama ou quelqu'un d'autre... c'est l'occasion aussi de nous dire, Djeritama, quel est le plus gros cadeau que vous avez jamais reçu en politique? Sont 12 millions en 2015. Non, ça ce n'est pas un cadeau, c'est une subvention. Ah oui, mais c'est un cadeau de l'État pour faire la campagne. Non. Et après, un cadeau d'un homme politique pour vous soutenir au sein de... quelqu'un de la diaspora m'a envoyé 50 euros. Par PayPal d'ailleurs. Et il m'a demandé de non, le faire. plus sérieusement. Non, mais je suis sérieux. C'est-à-dire que... Vous n'avez jamais reçu d'enveloppe d'un président de la République, d'un ancien président des anciens présidents au Togo, il n'y en a pas beaucoup. On ne parle pas de Togo simplement. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'adresses à l'étranger. Non, nous sommes, vous savez, ça fait 7 ans que nous sommes là. Nous sommes en train de nous asseoir. Nous sommes arrivés en politique à un moment où les vieux dinosaures ont disparu. Parce que ces pratiques-là de cadeaux, de présidents d'autres pays existaient à l'époque où on avait, je ne vais pas donner un nom, il y avait des gros dinosaures qui essayaient par ces expédients de calmer un peu le jeu. Nous sommes arrivés à un moment où ça n'existait pas. Et puis je pense aussi que peut-être plus on grandira, plus on sera à même d'influencer ou bien d'infléchir la politique togolaise, qu'on pourra être pris au sérieux. Aujourd'hui, nous commençons à être à autour de 5% d'électorat togolais. Nous visons plus, on en parlera dans la deuxième partie certainement. Peut-être qu'on commencera à être autour de 15-20% de l'électorat. En ce moment-là, peut-être le carnet d'adresse va s'étoffer. La diplomatie ne se suffit pas de mots et d'incantations. Elle s'appuie sur des résultats, un électorat.
une masse électorale derrière. Donc, si vous n'avez pas un électorat, ben, écoutez, il n'y a personne qui essaiera de discuter avec vous. C'est pour ça que nous avons longtemps dit, quand il y avait la question de dialogue, les gens ne nous prennent pas au sérieux parce qu'on n'a pas encore d'électorat. Aujourd'hui, nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale. Les gens disent, oh, si quelqu'un, c'est quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Bon, ce n'est pas faux. Nous ne sommes pas allés au local. Quand au local, là, quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris. Oui, mais quelqu'un a laissé, beaucoup ont laissé. Ah non, non, dans un contexte où vous non, avez... non. Les élections locales, nous nous sommes affrontés. Nous avons affronté le parti au pouvoir, mais nous avons affronté beaucoup de formations de ceux qui se disent opposition vrai. Et puis on a montré quand même que nous n'étions pas, sans pour autant se targuer ni voilà, bomber la poitrine sur nos résultats, parce que toute l'opposition a été laminée pendant les élections locales. Mais nous avons démontré que partout où nous étions, et ceux qui considéraient qu'ils étaient les dépositaires de la voix de l'opposition étaient, nous avons pu tirer notre vous ne pouvez pas faire cette lecture dans la mesure où les autres sont allés à une élection sur votre fichier électoral. Nous aussi, on allait autrefois aux élections sur le fichier électoral. Non, mais avant nous allions aux élections sur la fichier électoral. Donc, c'est de bonne guerre. Partout, match nul. Donc, du coup, non, pour ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Évidemment, les critiques qui sont souvent formulées à votre endroit, certains pensent que vous n'êtes pas, entre guillemets, sérieux, que vous auriez été fabriqué par un système pour servir, comment on dit, d'opposition, de pièces de rechange. Est-ce que votre conviction est sérieuse? Vous savez, je vais vous dire 3 choses. Oui. 4, d'ailleurs. La première, c'est que moi, en tant que Jerry Tama, président du parti politique Net, je parle avec 3 handicaps. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un schisme dans notre pays. Primo, je suis un ancien, on l'a dit abondamment, je suis un ancien officier. Et on dit, mais comment est-ce qu'un ancien officier peut quitter l'armée? Encore que ça a été compliqué. Un jour, je vous raconterai mes guerres. Ça a été compliqué de quitter l'armée. Comment est-ce qu'un officier peut quitter l'armée et rentrer en politique et circuler, être aussi à l'aise? Oui. Premier défaut. Deuxième défaut, peut-être les Togolais ne le comprendront pas, mais moi j'ai ce privilège d'avoir quand même une maman qui est originaire du même village que le président de la République. Et on dit, mais écoutez, vous pensez... Vous êtes le neveu de la nation. Je suis le neveu Non, mais c'est un privilège. Moi, ça me gêne pas, parce que Pia est un village super. Moi, je suis de montagne. J'ai passé une enfance merveilleuse dans les montagnes, que je grimpais et descendais parfois 3 fois dans la journée. Donc, déjà, à partir de là, on dit, mais depuis quand vous imaginez un mec qui est de Pia peut être un opposant, ça, c'est un jeu. Et puis, troisièmement, notre indépendance sur tous les plans, on dit, mais vous avez posé la question tout à l'heure, mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour faire ce qu'ils sont en train de faire? Donc, ça veut dire qu'il y a une main noire derrière qui est en train de l'appuyer. Donc, ça, c'est les 3 premières choses que je vais dire. La 4e chose, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble des partis politiques de l'opposition, le parti qui critique le plus l'action du gouvernement, c'est nous. Que ce soit à l'Assemblée nationale où on, de temps en temps, fait la misère au commissaire du gouvernement, ou bien hors de l'Assemblée nationale. Je vous donne un seul petit exemple. Un seul. Peut-être on en reviendra. Quand tout récemment, le ministre de la Sécurité a pris sa décision de mettre qu'à compter du 20 septembre, on allait faire des contrôles saisis des motos pour absence de permis moto. Quel a été le parti qui a automatiquement monté au créneau? C'est nous. Nous avons adressé un courrier dès le lendemain au ministre. On lui présentait un certain nombre d'arguments d'infaisabilité en disant pour telle raison, écoutez, monsieur le ministre, ça ne peut pas tenir sur le vent. Donner un sursis de 6 mois minimum pour permettre aux gens d'avoir les papiers, de préparer les choses. Parce que avoir le permis, c'est une bonne chose. Personne ne dirait que ce n'est pas bien d'avoir le permis moto. Et nous avons une première victoire parce que nous avons au moins 6 mois de sursis. Ça, c'est du net, ça. Mais maintenant, après, il y a des gens qui ont fait, par exemple, sur la législature de 2000, la 5e législature, 5 ans à l'Assemblée nationale, sans avoir jamais rien proposé, sans avoir jamais fait une saisine d'un ministre. Et puis, qui sont aujourd'hui hors de l'Assemblée, qui se contentent de dire tous les jours l'alternance, on l'aura, et puis ça s'arrête là, mais qui ont le toupet après de dire oui, mais écoutez, telle personne ne représente pas suffisamment l'opposition. Moi, honnêtement, si être de l'opposition, c'est dire du matin au soir, fort dégage, ça ne m'intéresse pas.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est être de l'opposition, attirer l'attention du gouvernement sur les 5 années où on n'est pas au pouvoir, sur ces insuffisances et espérer qu'on corrige. Maintenant, si ça peut amener le peuple togolais à dire, mais écoutez, regardez cette personne-là, elle est dans l'opposition, voilà ce qu'elle est en train de faire. Donc, ça veut dire que si un jour elle vient au pouvoir, elle fera mieux. C'est ça, en fait, le jeu de l'offre et de la demande que nous recommande la démocratie. Mais rester dans les incantations, pousser des borborigmes à hauteur de journée en disant 50 ans c'est trop, tout ça là, c'est bien, ça fait rire tout le monde, ou bien ça fait peur à certaines personnes, mais ça ne change rien. Et ça fait 30 ans qu'on le fait. Donc moi, personnellement, quand les gens disent tu n'es pas un vrai opposant, ça ne me gêne pas. Et vous, votre combat, c'est pour balayer le régime ou l'ancienne opposition? Non, notre combat, c'est de dire nous avons un pays magnifique. Nous avons un pays avec des ressources. Nous avons des ressources du sous-sol, nous avons des ressources agricoles, nous avons des ressources humaines. Nous avons un des taux d'alphabétisation les plus élevés de la sous-région. Comment faire pour créer une synergie, pour faire que ces ressources-là profitent au plus grand nombre? Vous savez, nous avons encore un taux de pauvreté de 50%. Par rapport à toutes les ressources que nous avons. Nous avons par an près de 70 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Et l'offre gouvernementale, d'ailleurs, heureusement qu'ils ont fait un PND où ils expliquent que le gouvernement ne peut plus grand-chose et que c'est le secteur privé. Et donc, l'offre aujourd'hui n'est pas encore suffisante. Et nous, notre boulot de l'opposition, c'est de dire, voilà, les projets du gouvernement ne sont pas adaptés. Si nous étions en place, voilà ce que nous ferions. Mais nous n'attendons pas que les 5 ans finissent avant de dire voilà ce que nous ferions. Au fur et à mesure, nous sommes en train de préparer un mémo pour critiquer le PND. Parce qu'il y a des insuffisances. Et nous allons critiquer en disant, vous voyez, il y a qui ne vont pas. Si vous pouvez améliorer, vous améliorez. Si vous ne pouvez pas améliorer, nous, on prendra ça pour brandir comme un élément de campagne en 2020. En espérant que le peuple verra qu'il y a des gens quand même qui les défendent. C'est ça. La démocratie, l'alternance ne peut pas s'imposer. L'alternance, c'est un choix du peuple. Donc les autres ne défendent pas le peuple, c'est vous qui travaillez pour... Je ne veux pas le dire. Non, après maintenant, je vends mon économie. Quand je viens ici, ne comptez pas sur moi pour aller parler des autres. Quand ils viennent, mais est-ce que vous ne devez pas parler des autres parce qu'ils vous ont rendu service? Est-ce qu'ils ne vous ont pas fabriqué, entre guillemets? Ah non, pourquoi? Non, mais ils ne sont pas fabriqués du tout. Pourquoi ils nous ont fabriqués? Nous sommes... Depuis 2012, nous sommes un parti qui est allé à toutes les élections. Nous sommes allés aux élections de 2013, nous sommes allés aux élections de 2015, nous sommes allés aux élections de 2018. Et avant d'aller aux élections de 2018, déjà le 27 juillet, ça veut dire qu'au minimum un mois avant le 9 août, nous avions déjà dit nous irons aux élections législatives, nous irons aux élections locales. Donc, à la limite, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la fête de quelqu'un laisse quelqu'un prendre la nous, je pose la question parce que vous parlez, ou certains parlent comme si le combat de l'opposition traditionnelle qui n'a pas participé aux législatives du 20 décembre 2018, ce combat a été vain, mais à voir les choses de près, on a l'impression que c'est cette pression qui a permis au pouvoir et à unir une Union pour la République, le parti au pouvoir, de finalement marquer un but contre son camp. Le but là qui a été la révision conditionnelle qui a consacré le retour de la limitation du mandat et le scrutin à 2 tours. Non. Je pense qu'il faut... Tout autant, je fais de temps en temps un peu de langue de bois, mais là, il faut restituer les choses dans leur vérité historique. Nous avions la possibilité de faire les réformes constitutionnelles en 2014. Oui. Moi, j'étais à l'époque à la coalition arc-en-ciel. Toutes les conditions étaient réunies jusqu'à ce que quelqu'un vienne dire pas de 3e mandat, pas de réforme. Nous avions la possibilité de faire ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale le 8 mai. On avait la possibilité de le faire ça en 2014. Ça a eu une surenchère qui a échoué. Oui, donc c'est ce que je dis. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que la pression qui est née après le 9 août est conduite à faire les réformes parce qu'il y avait cette volonté partagée de faire les réformes en 2014. On aurait pu le faire tranquillement. Même, je peux vous dire, c'était des choses qui se disaient dans les couloirs, mais qui étaient une réalité, que le président de la République à l'époque n'était pas complètement opposé à l'idée que dans le cadre d'un accord politique, on considère que le mandat de 2010 à 2015 faisait partie de son premier mandat. Et à l'époque, si on était allé sur cette lancée-là, aujourd'hui, M. Fonya Singbe serait en train de finir son dernier mandat et puis bye bye, au revoir José-Marie. Ça n'a pas eu le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une histoire où on reprend tout à zéro. Et on ne peut que le regretter. Mais après, ce que moi je regrette, c'est l'absence. Mais c'est bon, ça commence à venir. J'ai entendu certains leaders politiques dire oui, on a perdu du temps au Togolais. Ça commence à venir. Il y a des mea culpa qui commencent à sortir. Mais il faut que ces mea culpa puissent s'appuyer sur l'existant. En se disant, on a commis cette erreur, on ne la fera plus. Parce que ce qui est parfois malheureux au niveau de l'opposition, d'une certaine opposition togolaise, on a l'impression que c'est la roue qui tourne. C'est-à-dire qu'on fait
on dit non, et puis après on recommence, on te dit non, on refait exactement les mêmes erreurs en espérant avoir des résultats différents. Ce que vous dites est peut-être vrai, mais il faut quand même considérer que ce qui a été fait, cette révision constitutionnelle, finalement en 2019, aurait pu être fait aussi unilatéralement en 2014 par le pouvoir en place, oui, s'il y avait cette volonté d'aller jusqu'au non, vous savez, moi, ça ne m'a jamais dérangé de faire ce qu'on appelle la diplomatie de couloir et de pouvoir aller rencontrer des cadres d'UNIR, des cadres des regroupements dans lesquels nous étions. C'est vrai qu'un jour, j'ai posé la question à un cadre d'UNIR en disant, mais pourquoi est-ce que vous aviez la possibilité, même, pas en passant par une révision à l'Assemblée nationale, parce que le quorum n'était pas atteint, mais vous aviez la possibilité, puisque vous avez les 2 tiers de l'Assemblée, vous avez la possibilité de faire la révision et ensuite passer par référendum. Mais en plus, en plus de la difficulté de la mise en place de cette stratégie, ils ont toujours pensé qu'il était important que tout le monde soit impliqué dans le processus pour que demain personne ne dise qu'on l'a forcé la main. Mais finalement, tout le monde n'était pas impliqué dans le processus. Donc ça revient au ça même. dépend. Aujourd'hui, vous avez une Assemblée nationale avec une opposition parlementaire. On peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer. De toute façon, moi, personnellement, ça n'a rien à foutre. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une opposition parlementaire qui existe, qui a fait son boulot le 8 mai et qui peut, contrairement aux apparences, a fait un sacré boulot. Parce que je peux vous dire que non seulement, nous, on avait jusqu'à 13 articles qu'on a proposé en modification, et sur les 13 articles, il y a presque 10 articles qui ont été reçus, ce qui est plutôt très intéressant. Mais il y a des points sur lesquels, on a déjà fait une émission ici à propos, il y a des points sur lesquels nous avons été vent debout et finalement nous avons eu gain de cause. Donc, l'idée d'assembler moutons, machin, truc qu'on fait passer, pareil, ça fait passer des choses qui m'ont touché, une sans faire bouger l'autre. Oui, mais il faut quand même reconnaître que cette opposition ne représente pas la majorité de l'opposition. Est-ce que vous avez divisé pour savoir... Ceux qui sont en dehors, est-ce qu'ils ne sont pas plus importants que vous? Ben, écoutez, nous avons fait une élection locale. Dans cette si élection, vous additionnez la voix de l'opposition parlementaire... Si vous prenez l'ensemble de l'opposition parlementaire, nous sommes à 122. Oui. Avec 5 partis. Et vous prenez donc la C14 à 130 et vous prenez l'ANC à 136. Donc ça veut dire que vous avez quoi? Vous avez un tiers ANC, un tiers C14 et un tiers opposition parlementaire. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que l'opposition parlementaire est insignifiante. Encore que, oui, mais on n'a pas dit qu'elle est insignifiante. Non, ce que je veux dire, quand vous additionnez, comment l'appelle-t-on, ANC et C14, tout en sachant que d'autres ne sont pas allés aux élections, notamment le parti de Tikpi Tchadam, oui. On peut considérer que vous êtes minoritaire au sein de l'opposition. Oui, d'accord. Et puis après, quand on a fini de dire, on fait quoi? Non, mais parce que, c'est-à-dire que bon, on veut pas, jusqu'en 2023, nous on est assis là-bas. Rien n'est si sûr. Non, mais bon, sauf si on a, hypothèse numéro 1 nouveau président qui décide de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est possible, au bout d'une année, on peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est que sans cette hypothèse-là, ben non, on est là jusqu'en 2023. Oui, mais est-ce qu'il est question de s'asseoir pour s'asseoir? Non, mais justement, je dis, on travaille. Honnêtement, aujourd'hui, un jour, il faudra peut-être qu'on vienne faire une émission ici pour montrer la productivité de ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire quand même qu'en 6 mois, en dehors des lois que nous adoptons ensemble à l'Assemblée nationale, nous, au groupe parlementaire NetPDP, au moins, nous sommes à la 5e interpellation. 5e interpellation. Des gens ont fait 5 ans, 10 ans à l'Assemblée sans jamais interpeller un ministre sur un sujet donné. Donc, voilà, nous, on travaille. On fait le peu qu'on a, mais au même moment, nous savons qu'il y a le fait majoritaire et que si on fait une interpellation, vous savez, à l'Assemblée, quand vous commencez, ça tire, à un moment, on dit, bon, on a compris, maintenant, votons. Ah, ben, vos 14 députés là, ça pèse moins par rapport au truc. Mais c'est pourquoi vous comprenez que vous devez faire un travail de lobby derrière. C'est-à-dire qu'un travail où vous devez travailler les gens au corps, à la persuasion, pour faire en sorte que vos points de vue puissent l'emporter, mais vous ne le gagnerez pas systématiquement. Moi, aujourd'hui, nous sommes sur un ratio de 1 tiers. C'est-à-dire que sur 3 de nos propositions, il y a une qui passe, ben, tant mieux. Oui, mais ce que vous faites, est-ce que ce n'est pas une sorte de course dans un sac de jute? C'est ça justement la question. Bah oui, vous dites que vous faites beaucoup d'efforts. Nous, au moins, on court dans un sac de jute. Mais quand même, on fait des bons. Les autres, ils avaient les pieds liés, ils étaient couchés. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais sérieusement. Moi, je me fais sauter comme une grenouille dans un sac de jute, qu'être attaché comme un cochon et ne pas pouvoir bouger.
Même si notre galope devant, mais quand Mais même. au moins, le cochon faisait peur. Il criait, mais il ne faisait pas grand-chose. Le problème, c'est que vous ne faites pas peur. Non, mais non, on ne fait pas peur mon travail. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nombre de témoignages. Je reçois des témoignages des gens, parce que nous, parfois, on n'aime pas trop communiquer sur des trucs, mais on reçoit des témoignages des gens sur des initiatives qu'on a lancées. Vous avez des gens qui vous disent, ah ben nous sommes allés se lancer sur telle chose, on a dit vous avez intervenu. Nous sommes allés ici, on a dit vous avez intervenu. Merci beaucoup. C'est ce qu'on attend d'un député. Mais nous essayons de le faire. Je le dis en même temps, il y a le fait majoritaire. Si tu veux juste appuyer sur le fait majoritaire, tu ne vas jamais faire passer une loi, tu ne vas jamais faire passer une proposition. La différence fondamentale entre peut-être nous, notre stratégie, les deux partis les deux groupes parlementaires, et peut-être ce qui se passait avant, c'est que quand nous ne sommes pas d'accord, nous restons là. On ne quitte pas la salle, on ne boycotte pas, on reste, on discute. Jusqu'à la dernière minute, on discute jusqu'à... Et puis quand ça ne marche pas, on sait qu'on a essayé. Mais autrefois, c'est que les gens, quand ils ne sont pas d'accord, ils s'en vont. Prenons la loi, peut-être qu'on on aura le temps de revenir, la loi Bojona. Oui, Mais la loi sur les Bojona, manifestations sur publiques. le 16 mai 2011, mais les gens avaient quitté la salle en disant que c'est une loi liberticide, on ne veut pas en entendre parler, et ils ont quitté la salle, ils ont refusé de voter. La loi a été votée, d'ailleurs ils ont été les premiers à l'appliquer. Cette année, nous, la loi est arrivée, nous sommes restés, on a travaillé longtemps au niveau de la commission des lois. On a réussi à faire reculer le gouvernement sur certaines positions. Nous avons continué au niveau de la plénière. Aujourd'hui, elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins nous pouvons retenir aujourd'hui que sur certains points qui nous paraissaient difficilement compatibles, nous avons pu faire reculer le gouvernement. Et c'est ce que nous faisons. Globalement, c'est une loi qui est considérée comme une restriction des libertés fondamentales. C'est comme ça qu'on avait considéré aussi la première loi. Ça veut dire que vous êtes satisfait quand même. Non, ce que je veux dire, si vous prenez les déclarations des formations politiques qui sont aujourd'hui à sa parlementaire, en 2011, quand on a voté la loi dite Bojona, c'était une furia. On disait que c'était un recul de la démocratie. On n'a pas besoin de loi pour encadrer les manifestations. Oui, mais la nouvelle là, est-ce que vous, pour le net, est-ce que c'est une bonne loi ou un recul démocratique? Non, ce n'est pas un recul démocratique. Parce que quand on présente des impératifs sécuritaires, nous devons tous, en tant que citoyens, se dire j'ai besoin, je peux mettre des œillères sur une partie de mes libertés pour garantir la sécurité. La liberté sans la sécurité ne sert à rien. C'est seulement que vaut la liberté si on n'a pas la sécurité. Est-ce que ce n'est pas un prétexte aussi Non, nous avons dit que sur le fond, nous, après avoir voté la loi sur la sécurité intérieure, on ne pense pas qu'il fallait absolument voter une loi sur les manifestations, d'autant plus que, honnêtement, actuellement, on n'en a pas de manifestations et que, en dehors de quelques petites erreurs d'interprétation, on n'a pas besoin. Mais maintenant, après, je vous parle du fait majoritaire, le gouvernement a supposé qu'il fallait, et c'est ce que dit, nous n'avons pas considéré que, écoutez, si vous voulez faire la modification, nous ne sommes pas d'accord, nous quittons la salle. Mais nous avons, je vous donne un seul exemple, sur un certain nombre. Au départ, la période qui était autorisée pour les manifestations en journée, c'était de 13h à 17h. 13h, 17h. Nous avons bataillé pour ramener cette période-là de 11h, parce que souvent on commence à 11h, à 18h. Quelqu'un me dira, oui, mais pour autrefois, c'était de 6h à 22h. D'abord, en dehors du 6 juillet 2017, 17 septembre 2017, on n'a quasiment pas fait de marche qui vont jusqu'à 18h à 22h. Donc, nous travaillons sur certains trucs, nous arrivons à faire reculer. Maintenant, les discussions en commission doivent rester en commission, donc on n'a pas besoin de donner les détails des points sur lesquels on a fait quand même avancer notre démocratie ou bien reculer les positions des commissaires du gouvernement. Mais au même moment, il faut reconnaître aussi qu'ils font preuve d'ouverture. Ils auraient pu refuser qu'on n'aurait absolument aucun moyen, on aurait voté. Je donne un exemple, la loi sur Bojona, la loi portant sur les manifestations publiques, sur le chapitre 2, on a voté abstention. Est-ce que ça empêchait que ça soit validé? Non, parce que à la fin de la journée, nous sommes très minoritaires à l'Assemblée nationale. Et finalement, pourquoi vous ne faites pas recours à la société civile, à la population ce que vous défendiez. Non, c'est ce que nos amis autrefois faisaient. Il y a une discussion qui se fait à l'Assemblée nationale. On dit aux gens de marcher. Les gens marchent, mais à la fin de la journée, c'est les députés qui votent à l'Assemblée nationale. Ce que je peux déplorer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore de lobby fort de la société civile au niveau des parlementaires. Et ça, je le déplore. C'est-à-dire qu'il y a des lois, par exemple, une loi comme ça, on aurait dû avoir un lobby très fort de la société civile. Oui, mais j'ai eu un acteur de la société civile il y a 2 semaines sur le sujet. Ils se plaignent que vous travaillez
en quelque sorte en vase clos. Il y a pas. J'ai parcouru tout le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nulle part il n'est écrit que les parlementaires doivent prendre attache avec la société civile. Oui, mais si vous pensez que vous avez besoin non, par contre, non. vous devez travailler en synergie et faciliter l'accès à Non, l'information, parce non, que attends, ce que attention. l'acteur me disait, c'est que c'est difficile d'accéder aux informations. Non, que la personne, voilà, moi, je suis ici. Je m'appelle. Non, mais c'est vrai, moi je le déplore. C'est-à-dire que dans nos partis politiques, nous avons bien entendu du personnel qui est chargé des droits de l'homme, ainsi de suite, que auquel nous faisons appel quand il y a des questions liées à cela. Mais au même moment, je parle de lobby. C'est-à-dire que, par exemple, quand un texte atterrit au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, s'il y a un lobby, ce lobby doit faire en sorte de connaître le texte et de faire pression, que ce soit au niveau des groupes parlementaires, parce que les groupes parlementaires, c'est qu'ils ne finissent pas dans les tensions. Ça peut même être au niveau des commissaires du gouvernement pour dire « Ah non, vous ne faites pas ça ». Mais aujourd'hui, un texte arrive parce que l'Assemblée nationale a sa procédure parlementaire. Le texte, il arrive au niveau du bureau de l'Assemblée. Il y a une conférence des présidents, on affecte les textes aux commissions. Les commissions vont travailler, vont faire l'étude au fond et une étude particulière, font un rapport qui est présenté en plénière. Point. Et nulle part on dit, maintenant, lors de l'étude au fond en commission, on peut éventuellement faire appel à des personnes ressources. Mais ces personnes ressources-là, ça ne demande pas. Aujourd'hui, le gouvernement, il est majoritaire. Vous voyez un gouvernement introduire un texte et aller exprès appeler la société civile pour qu'on vienne mettre des bâtons dans ses roues, non. Ils ont moins il y a de lobby, plus ça les arrange. Maintenant, c'est à nos amis de faire un lobby au niveau des groupes parlementaires ou bien au niveau des députés pour dire, s'il vous plaît, quand il y a un texte qui nous concerne, est-ce que vous pouvez nous saisir, nous informer pour qu'on puisse agir. Zélie Tama, merci en tout cas pour cette première partie d'émission. On va marquer une pause et nous retrouver dans une dizaine de minutes pour évoquer notamment votre candidature pour la présidentielle de 2020. Vous nous direz pourquoi de nouveau vous êtes candidat, si vous êtes en mesure de battre le probable candidat de Union pour la République, Faure Gnassingbé, ou s'il s'agit simplement d'une candidature fantaisiste. On se retrouve. Alhamdulillah. À tout de suite. Donc pour la seconde partie de New World Forum, Inch'Allah, comme tout le monde fait prier musulman aujourd'hui. À tout de suite.